Bon, ben bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Dans cette vidéo-ci, je vais vous faire la solution d'un petit exercice supplémentaire là, que j'ai composé. Il est téléchargeable là, sur mon site web. Donc, c'est un exercice sur les lois de Kirchhoff, là, donc en lien avec la section 3.5, qui s'appelle d'ailleurs les lois de Kirchhoff, là, du livre de physique NYB, électricité et magnétisme. Ok. Donc, si vous allez sur mon site web, vous téléchargez là, le petit exercice supplémentaire. Donc, vous voyez là, tout de suite en lisant la question, ça s'appelle exemple de la méthode générale de Kirchhoff. Donc, on a un circuit qui est ici. Vous voyez que c'est un circuit qui contient deux piles et trois résisteurs. La valeur des électromotances des piles sont données, donc 10 volts et 24 volts. Et les trois résisteurs, on connaît leur valeur de résistance, 2 ohms, 3 ohms et 4 ohms. Donc, il y a trois questions. La question A, ça va être appliquer la méthode générale de Kirchhoff afin de déterminer le courant, module et orientation, qui traverse chaque pile et chaque résisteur. Donc, finalement, on veut trouver tous les courants là, qui se déplacent dans ce circuit-là. On veut connaître dans quelle direction ils vont pointer et aussi dans quelle c'est quoi, combien d'ampères et dans quelle direction ils vont pointer. Je pense que j'ai oublié d'enlever ma webcam, je vais l'enlever, sinon on va avoir des problèmes plus tard. Donc, voilà, ça c'est la première question. La deuxième question, c'est de calculer c'est quoi la puissance P qui est associée à chaque élément du circuit. Hein. Comme on avait vu à la section 3.4, quand on parle de la puissance électrique, chaque élément du circuit est associé à une puissance. C'est des éléments qui vont créer de la puissance, en tout cas fournir de la puissance, et il y a d'autres éléments qui vont dépenser de la puissance. Puis ce que je dis ici, c'est qu'on peut mettre ceux qui en produisent en positif, ceux qui en dépensent en négatif. Et la question, ça va être de vérifier justement que l'énergie est conservée, donc que la somme de toutes les puissances va être égale à zéro. Finalement, il va y avoir autant de puissance produite que de puissance consommée ou dépensée. Okay. Donc, on va commencer par le numéro A. Le numéro A, c'est donc d'appliquer la méthode générale de Kirchhoff pour résoudre ce circuit-là. Okay? Donc, comment on va faire ça? Première des choses qu'il faut faire quand on veut résoudre là, un circuit par Kirchhoff, la première étape, c'est de supposer des courants, okay, qu'on va appeler là, I1, I2, I3 et ainsi de suite. Donc, quand on regarde ce circuit-là, on voit qu'il a deux nœuds. Hein. On a un nœud ici, on a un deuxième nœud ici. Et si on regarde ça, on a trois branches. Okay. Donc, comme on a trois branches, ça veut donc dire qu'on va avoir trois valeurs de courant à déterminer, qu'on peut appeler I1, I2 et I3. Donc, la première étape, c'est de supposer un sens à ces courants-là. Il faut les identifier. Donc, il faut dire sur notre schéma qu'est-ce qu'on va appeler I1, qu'est-ce qu'on va appeler I2, qu'est-ce qu'on va appeler I3. Moi, je vais faire le problème d'une certaine façon, mais c'est pas la seule façon qui est possible. Il y aurait, on aurait pu nommer ça autrement. Fait que moi, ce que je ferais, là, personnellement, c'est que si je regarde ça ici, bon, je me dis, il y a une pile qui est placée de cette façon-là. Donc, moi, je suppose que ça va produire un courant là, qui va faire comme ça vers la droite, vers la gauche, donc qui va monter ici, puis qui va aller vers la droite comme ça. Ce courant-là, je vais l'appeler, par exemple, là, mon courant I1. Après ça, bon, qu'est-ce que j'ai? Je vois que j'ai une pile ici là, de 24 volts qui est orientée vers le haut. Donc moi, je suppose que ça ici, ça va produire là, un courant qui va être vers le haut. Ce courant-là, je vais l'appeler I2. Et la troisième branche qui est ici, ben, comme j'ai supposé que I1 allait par en haut, puis que I2 que I1 allait vers la droite, ici I2 allait par en haut, je vais supposer que les deux courants vont se rassembler ensemble, puis ça va faire un courant I3 qui va se déplacer comme ça. Donc ce courant-là, je vais l'appeler I3. Okay? Donc c'est une supposition tout à fait arbitraire. Peut-être que c'est exactement ça qui va se passer. Peut-être que c'est pas du tout ça qui va se passer. Peut-être qu'en faisant mes calculs, je me rends compte que mes courants ils vont dans d'autres directions, mais c'est pas grave. Okay? Pour commencer, pour avoir un point de départ, il faut se faire une supposition comme ça. Moi, je décide d'appeler ça I1, I2, I3, mais je veux dire, j'aurais bien pu appeler celui-là I1, celui-là I2, celui-là I3, c'est pas grave. Okay? C'est juste que vous devez faire une supposition comme ça, nommer vos courants, et parce qu'on va se baser là-dessus ensuite de ça pour résoudre. Fait que c'est pas la seule façon, mais c'est une façon de le faire. Okay? Donc la première étape, c'est ça, quand on fait la résolution, c'est d'écrire nos courants. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben il faut écrire là, nos équations. Bon, ici, on a trois inconnus, I1, I2 et I3. Ça veut donc dire qu'on va avoir besoin de trois équations. La première étape, c'est d'écrire n-1 fois équation de nœud. Okay, donc ici, là, dans notre circuit qu'on a là, ce circuit-là a deux nœuds. On a un premier nœud ici et on a un deuxième nœud ici. Donc comme j'ai deux nœuds, je peux écrire là
2 moins 1 équation de nœuds. Donc, je peux juste écrire une seule équation de nœuds. Si j'avais eu, par exemple, 3 nœuds, j'aurais pu écrire 2 équations de nœuds. Mais là, j'ai juste 2 nœuds. Je peux écrire tout le temps le nombre de nœuds moins 1. Donc, je peux écrire une seule équation de nœuds. Normalement, moi, j'écris toujours des lettres là, pour que le circuit soit clair et qu'on puisse nommer comme il faut les miles. Donc, disons que ce point-là, je vais l'appeler A. Ce point-là, je vais l'appeler B. Ce point-là, je vais l'appeler C. Je vais appeler ce point-là D, parce qu'on va pouvoir peut-être vouloir s'en servir puis le nommer. Puis les autres points ici, bon, je vais l'appeler juste E, F et G. Tiens. Okay. Donc, la première équation que je vais écrire, je vais écrire l'équation, disons, à ce nœud-là. Donc, la première équation, là, si je veux l'écrire, je veux bien spécifier ce que je fais. Donc, je vais écrire l'équation pour le nœud B. Okay, c'est la première équation que je vais écrire. Donc, je vois que dans le nœud B ici, j'ai trois courants, I1, I2 et I3. Le courant I1, il rentre dans le nœud. Le courant I2, il rentre dans le nœud. Et le courant I3, il sort du nœud. Donc, en écrivant la loi des nœuds de Kirchhoff, les courants qui entrent, on les met positifs. Donc, j'aurais plus I1, plus I2. Et comme que mon I3 il va sortir, lui, il va être négatif. Hein, c'est un courant sortant, moins I3. Ça, c'est égal à 0. Okay, donc là, j'aurais une première équation ici. Je peux pas écrire d'autres équations de nœuds que ça. Même si j'essaie d'écrire, par exemple, l'équation pour le nœud F, ça reviendrait exactement au même. J'aurais moins I1, moins I2, plus I3 égale à 0. Ce qui serait exactement cette équation-là, tout multiplié par moins 1. Donc, ça ne me donnerait pas de nouvelle information. Donc, c'est pour ça qu'on peut juste écrire le nombre de nœuds qu'on a, moins 1 fois l'équation de nœuds. Moi, j'ai 2 nœuds, donc je peux juste écrire une équation de nœuds. Ça m'amène à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est d'écrire des équations de mailles autant de fois que c'est nécessaire, de manière à compléter notre système d'équations. Donc moi, j'ai trois inconnus, I1, I2, I3, donc ça me prend au total trois équations. J'ai déjà été en mesure d'écrire une équation de nœud. Donc pour avoir trois équations, il me manque deux équations. Donc il faut que je vienne écrire deux équations de mailles. Je vais écrire deux équations de mailles ici. Quelle maille je vais utiliser? Ben, des mailles, il y en aurait plusieurs. On peut les parcourir dans le sens horaire, dans le sens anti-horaire. Ce rectangle-là représente une maille, ce rectangle-là représente une maille. Je préfère écrire une équation avec le gros carré ici. Je pourrais les faire dans le sens horaire, dans le sens anti-horaire. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Moi, je vais vous montrer une façon que moi, j'ai faite comme ça, là, personnellement. Mais ça pourrait être autre chose aussi. Okay. La première maille que je vais écrire, là, je vais partir de F ici, puis je vais parcourir ce rectangle-là dans le sens horaire. Okay, donc la façon que je pourrais écrire ça, c'est que je vais écrire l'équation de la maille que je vais appeler là F, E, A, B, F. Okay, donc la maille F, E, A, BF. Donc un correcteur comprendrait très bien ce que je veux dire. Là, je pars de là, je fais F, E, A, B, F. Donc c'est clair qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je suis en train d'écrire. Donc je parcours mes éléments. Puis à chaque fois que je rencontre un élément du circuit, soit une pile, soit un résisteur, on sait que ça va correspondre à un certain delta V qu'on va avoir ici. Donc si je pars de F, je me dirige vers E, je traverse la pile de 10 volts. Je la traverse dans le bon sens, de la borne négative à la borne positive. Donc en traversant ça, comme ça, la pile elle va me donner 10 volts. Donc, je peux écrire là plus 10. Ensuite de ça, je continue, j'arrive ici. Ah, là, je traverse un résisteur. C'est un résisteur de 2 ohms et je le traverse dans le même sens que le courant. Et dans la loi d'Ohm, c'est delta V est égal à RI. Et on suppose toujours que le courant circule du plus gros potentiel vers le plus petit potentiel. Donc, en me déplaçant comme ça vers la droite dans le même sens que le courant, je vais donc perdre du potentiel. Donc, mon delta V, ça va être R fois I, mais en négatif. Donc, moins. La résistance, c'est 2 ohms. Le courant, je ne le connais pas encore, mais c'est I1. Donc, en traversant ça, j'ai perdu moins 2 I1 de delta V. Après ça, je continue ma maille comme ça, je descends. Là, je traverse la pile de 24 volts dans le sens contraire. Je passe de la borne positive à la borne négative. Donc ça m'enlève le delta V. Fait que ça m'enlève 24 volts. Et finalement, je descends. Et là, je traverse un résisteur de 3 ohms. Je le traverse dans le sens contraire du courant. Et comme on suppose que le courant va du plus gros potentiel vers le plus petit potentiel, moi, quand je me promène comme ça dans ma maille, là, je passe du plus petit potentiel au plus gros potentiel, donc je gagne du potentiel. Ça va être un delta V qui est positif. Okay? Et delta V d'un résisteur, c'est RI, donc 3 ohms fois I2, donc plus 3 fois I2.
Okay. Donc j'ai une équation qui est ça, 10 moins, 10 moins 2i1 moins 24 plus 3i2. Je pourrais déjà juste la simplifier un petit peu, parce que 10 et moins 24, ça fait moins 14. Donc je vais tout de suite écrire ça comme ça. Je vais écrire que moins 14 moins 2i1 plus 3i2. Et ça, c'est ce que égal à 0. J'ai oublié d'écrire mon égal à 0 ici. Donc ça va être ma deuxième équation. Qui vient de cette... dans le fond, j'ai écrit une première équation à partir du nœud B, une deuxième équation à partir de la maille que j'ai ici. Et là, il me reste une troisième équation à écrire pour avoir mes trois équations. Donc, je pourrais écrire une maille là, qui contient le gros carré ici. Moi, je vais avoir tendance plus à écrire la maille qui fait le petit rectangle comme ça. Donc, comment je vais la parcourir, cette maille-là? Je pourrais partir, par exemple, d'ici. Je pourrais faire ça comme ça. Donc, je vais écrire ça là, comme étant la maille, je vais l'appeler là, disons D, B, C, G, F, D. Je peux écrire ça comme ça. D, B, C, G, F, D. OK. D, B, C, G, F, D. Fait qu'un correcteur comprendrait très bien là, ce que je fais, dans quel sens aussi je vais me déplacer. Donc, je vais écrire ça. Fait que si je pars du point D puis je commence à parcourir ma maille comme ça, je traverse la pile de 24 volts dans le bon sens. Donc ça me correspond à un delta V de plus 24 volts. Donc plus 24, j'arrive ici, je descends. Là, je traverse un résisteur de 4 ohms dans le même sens que le courant. Je suppose que mon courant I3 il se déplace vers le bas comme ça. Donc, je passe du gros potentiel au plus petit potentiel. C'est correspondant à un delta V qui est négatif. Et le delta V d'un résisteur, c'est R fois I. Donc la résistance, c'est 4 ohms. Le courant, on le connaît pas, mais c'est I3. Comme ça. Et là, j'arrive ici, je tourne, et là, je remonte comme ça, je retraverse un résisteur dans le même sens que mon courant I2. Donc encore là, du plus gros potentiel vers le plus petit potentiel. Donc, je perds du potentiel. J'ai un delta V qui est négatif. Et delta V d'un résisteur, c'est R fois I. Donc, c'est 3 ohms fois mon courant I2 que je connais pas encore. Donc, moins 3 I2, comme ça, égale à 0. Parce que l'équation, c'est somme des delta V égale à 0. Donc ça, ce serait ma troisième équation. Okay. Donc là, rendu ici, je suis correct parce que j'ai un système qui contient trois équations, trois inconnues. Donc j'ai l'équation 1, 2 et 3 et j'ai mes trois inconnus, I1, I2 et I3. Donc à partir d'ici, c'est juste des mathématiques. Okay. On a un système de trois équations, trois inconnues. Il s'agit de résoudre ça. Okay. Donc tu sais, je pourrais juste vous faire confiance, puis dire, gars, vous avez un système, trois équations, trois inconnues, vous êtes capable de résoudre ça. Bon, je vais le résoudre quand même avec vous. Juste de leur copier mon système. Là. Fait que ça, c'est la partie, c'est même plus de la physique rendu là. C'est vraiment juste des mathématiques. C'est de la résolution. Donc, on a un système de trois équations, trois inconnues. Je vais l'écrire ici, peut-être en plus gros. Donc, la première équation, c'était juste I1 plus I2 moins I3 égale à 0. C'était ma première équation. J'avais une deuxième équation là, qui était moins 14 moins 2i1 plus 3i2 égale à 0. C'était ma deuxième équation. Puis j'avais une troisième équation là, qui était 24 moins 4i3 moins 3i2 égale à 0. Ça, c'était ma troisième équation. Okay. Fait que ça, trois équations, trois inconnues, c'est sûr que ça se résout. Okay. Il y a plusieurs façons de résoudre ça. Okay. Moi, dans le fond, j'essaie d'être le plus stratégique possible. Fait que si je regarde ça dans mon équation 1, je vois que j'ai des I1, des I2 et des I3. Si je regarde mon équation 2, je vois que j'ai des I1 et des I2. Donc, je serais capable de soit isoler I1 en fonction de I2 ou isoler I2 en fonction de I1. Et si je regarde là, ma troisième équation, je vois que j'ai des I2 et des I3. Okay. Donc je pense que la façon la plus stratégique, si je regarde ça, c'est que je vois que j'ai des I2 partout. Okay. Donc je pourrais tout isoler en fonction de I2. Donc avec mon équation 2, je serais capable d'isoler I1 en fonction de I2. Dans mon équation 3, je serais capable d'isoler I3 en fonction de I2. Là, je pourrais aller réécrire ça en mettant juste des I2 partout, donc je pourrais trouver I2. C'est probablement ça la chose la plus simple et la plus rapide à faire. Donc, à partir de mon équation 2, ce que je vais faire, c'est que je vais venir isoler I1. Okay, donc là, si je change ça de côté, j'aurais 2I1 est égal à moins 14 plus 3I2. Je divise partout par 2. Donc, je peux dire que I1, ça va être égal à moins 7 plus 3 demi, ou en tout cas plus, mettons, 1.5 I2.
Donc c'est une chose que je pourrais faire. Ensuite de ça, qu'est-ce que je pourrais dire? Ben là, je pourrais prendre mon équation 3. Et dans mon équation 3, je vais me servir de mon équation 3 pour aller isoler I3 en fonction de I2. Donc si je change ça de côté, là, j'aurais comme 4I3, c'est égal à 0. Hein. J'aurais 4I3 est égal à 24 moins 3I2. Donc, et j'ai juste à diviser partout par 4. Donc ça va me donner que I3 est égal à 24 divisé par 4, ça va donner 6. Et 3 divisé par 4, ça fait 3 quarts. Là. Donc on pourrait écrire moins 0.75 I3. I2, pardon. Voilà. Donc, en me servant de l'équation 2, j'ai exprimé I1 en fonction de I2. Et en me servant de l'équation 3, j'ai exprimé I3 en fonction de I2. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ces deux substitutions-là que j'ai faites. Et je vais aller réécrire, là, je vais aller placer ça dans mon équation 1. Donc, en fait, je vais réécrire l'équation 1, mais je vais remplacer I1 par ça ici et I3 par ça ici. C'est comme donner une équation avec uniquement des I2. Là, je vais être capable de l'isoler. Okay, donc, si je réécris mon équation 1, okay, fait que I1 plus I2 moins 3 égale à 0. Au lieu d'écrire I1, je vais écrire ça ici. Donc, je vais écrire là que moins 7 plus 1.5 I2. Là, j'avais plus I2. I2, lui, je ne l'ai pas substitué, donc je le laisse comme ça, plus I2. Et là, je soustrais I3, donc moins I3, mais au lieu d'écrire I3, je vais écrire ça ici. Mon I3, je sais que c'est 6 moins 0.75 I2. Okay. Et tout ça, c'est égal à 0. Donc ça ici, ça me permet, vous voyez, j'ai une équation avec uniquement des I2. Okay. Ici, on simplifie tout ça, là, j'ai 1.5 I2 plus I2 moins, donc ça devient un plus, là, plus 0.75 I2. Donc tout ça ensemble, ça fait 3.25 I2. Là, j'ai un moins 7 ici, j'ai un moins 6, donc moins 7 moins 6, ça fait moins 13. Égal à 0. Okay, donc tout ça, ça simplifie de cette façon-là. Et là, évidemment, ben, j'aurais 3.25 I2 est égal à 13. Donc I2, ce serait égal à 13 divisé par 3.25. 13 divisé par 3.25, ça nous donne un courant I2 qui est égal à 4 ampères. Okay. Donc, c'est sûr que ça fait un petit peu de mathématiques, ça fait un petit peu beaucoup de raisonnement isolé, tout ça, mais c'est des équations qui sont relativement simples. Non, bref, tout ce travail-là, ça nous permet de trouver notre variable I2. Une fois que vous avez trouvé une valeur numérique pour l'un de vos trois courants, ça va être très facile d'aller trouver les autres parce que généralement, vous allez déjà les avoir isolés en cours de route. Donc, je sais par exemple que mon I1, c'est moins 7 plus 1.5 I2. I2, c'est 4. Donc, moins 7 plus 1.5 fois 4. 1.5 fois 4, ça donne 6, donc moins 7 plus 6, ça me donne un I1 qui est égal à moins 1 ampère. Et I3, c'est 6 moins 0.75 I2. Donc 6 moins 3 quarts de 4. 3 quarts de 4, c'est 3. 6 moins 3, 3. Donc ça me donne un I3 qui est égal à 3 ampères. Okay. Donc j'ai trouvé mes trois valeurs, I1, I2 et I3. Je peux juste vérifier, là, je pourrais vérifier mes équations, mais mettons je vérifie la première équation, ça va être facile. Là, si tu verrais que I1 plus I2 moins I3, ça donne 0, ben moins 1 plus 4 moins 3, ça donne 0. Là. Moins 1 plus 4, ça donne 3, puis 3 moins 3, ça donne 0. Donc ça a l'air d'être bien correct, ces courants-là. Okay. Fait que ça, ici, en faisant la résolution de problème, ce sont les bonnes réponses. Je vous assure, je ne me suis pas trompé. Donc, ça donne vraiment ça. On remarque quelque chose d'un peu particulier, c'est que vous voyez la valeur de I1 que j'ai trouvée, c'est une valeur négative. J'ai trouvé I1 comme moins 1 ampère. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand j'ai posé mes courants comme ça au départ, j'avais pas prévu là, tout de suite le bon sens du courant pour I1. En fait, ce que je me rends compte, là, en résolvant mes équations, je me rends compte que ma valeur de I1 est négative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la vraie vie, là, le courant I1, il va pas dans le sens que moi j'avais pensé là, initialement. En vérité, I1, il va dans le sens contraire de ce que moi j'avais pensé, mais sa valeur va être tout de même 1 ampère. Peut-être 1 ampère, dans le sens contraire que moi j'avais pensé. Okay. Fait que ça, c'est tout ce qu'on vient de faire, là, trouver les courants. Trouver les courants comme ça. Tout ça, c'était uniquement pour répondre là, au numéro A.
Okay. Le numéro B et le numéro C, ça va être très rapide. Le numéro B, c'est de calculer la puissance associée à chaque élément du circuit. Puis le numéro C, c'est juste de vérifier que l'énergie est conservée, qu'il y a autant d'énergie produite que d'énergie dépensée. Okay. Donc pour faire ça, je vais juste commencer par réécrire peut-être mes courants dans le bon sens. Ça va nous aider avant d'aller plus loin. Je vais utiliser le crayon rouge peut-être. Okay. Donc, ce qu'on a compris là, en faisant notre truc, c'est que justement, le courant I1 allait aller dans le sens contraire et il vaut 1 ampère. Donc, je sais que je vais avoir là, un courant de, par exemple, 1 ampère qui va se déplacer comme ça. Oups. Juste, okay. Fait que je sais que ici, j'ai un courant de 1 ampère. Donc, j'ai un courant de 1 ampère qui descend ici. Puis, je sais que je vais avoir un courant de 1 ampère qui va comme ça. Les autres courants, le courant I2, c'est 4 ampères. Moi, ce que j'avais appelé I2, c'est le courant qui montait comme ça. Donc, je sais que je vais avoir là un courant de 4 ampères qui monte comme ça, puis aussi un courant de 4 ampères qui traverse la pile là, vers le haut. Et mon courant I3, c'est 3 ampères. Moi, I3, j'avais dit que c'était ça comme ça. Donc, je sais que je vais avoir là, donc 3 ampères qui va comme ça, 3 ampères qui descend ici, et 3 ampères qui va vers la gauche. Okay. Je connais mes courants partout. Okay. Je sais quel courant traverse quel résisteur et dans quel sens. Okay. Donc là, je suis prêt à écrire mes puissances associées à chacun des éléments de mon circuit. Je vais peut-être changer de couleur. Là. Je vais écrire peut-être, disons, je sais pas, en bleu peut-être. On dit comme ça. Okay. Donc les puissances, là, ce sont les fameuses équations là, pour trouver le P. Okay. Par exemple, pour les résisteurs, là, en fait, on peut écrire. Il y avait plusieurs équations. Il y avait que, on avait vu, ça c'était à la section 3.4, on avait que soit la puissance c'est I multiplié par delta V. Ça, c'est utilisé souvent pour les piles, quand on utilise cette équation-là. On avait P est égal à R fois I au carré. Et on avait aussi que P est égal à delta V au carré divisé par R. Okay. La première équation, c'est elle qu'on doit utiliser pour les piles, parce que les piles, ça n'a pas de résistance. Mais quand on a un résisteur traversé par un courant, dépendant de ce qu'on connaît, des fois on a avantage à utiliser celle-ci ou celle-ci. Si on fait les résisteurs, c'est peut-être ça le plus simple. Dans notre cas, la façon que notre problème est fait, c'est qu'on connaît la résistance de chaque résisteur. Et comme on a résolu par la loi de Kirchhoff, on connaît le courant qui traverse chacun de nos résisteurs. Donc le plus simple, ça va être d'y aller par RI au carré directement. Et des résisteurs, ça fait de l'effet Joule. Donc des résisteurs, ça va toujours convertir de l'énergie électrique en énergie thermique. Donc ça va toujours être associé à une puissance négative. Dans un circuit, là, dès que vous avez un courant qui traverse un résisteur, peu importe le sens du courant, que le courant aille dans un sens ou dans l'autre, dès qu'il y a du courant qui traverse un résisteur, ça fait de l'effet Joule, puis votre résisteur, il va donc dépenser de l'énergie. Donc ça va être associé à une puissance qui est négative. Donc, on peut calculer ça avec RI au carré. Donc, par exemple, le résisteur ici, sa résistance c'est 2, le courant c'est 1, fait que 2 fois 1 au carré, ça donne 2. Donc, puissance de 2 watts, qu'on va mettre négative. Donc, je vais l'écrire là, moins 2 watts pour ce résisteur-là. Le résisteur ici, on a RI au carré, donc 3 fois 4 au carré. 3 fois 16, ça donne 48. Puissance négative, donc moins 48 watts associé à ce résisteur-là. Et lui ici, 4 ohms avec un courant de 3 ampères, donc 4 fois 3 au carré, 4 fois 9. 4 fois 9, ça donne 36, donc puissance négative encore ici, moins 36 watts associé là, à ce résisteur-là. Donc ça, les résisteurs, c'est facile parce que c'est toujours associé à de la puissance qui est négative. Okay. Les piles, comment on peut faire pour calculer leur valeur de puissance? On peut pas faire RI au carré, parce qu'une pile, ça n'a pas de résistance. On peut pas faire delta V carré sur R non plus, parce que, encore une fois, une pile, ça n'a pas de résistance. Par contre, on peut utiliser cette équation-là ici. I fois delta V. I, c'est le courant qui va traverser la pile. Et delta V pour une pile, c'est la valeur de son électromotance. Okay. Donc ici, on connaît les électromotances de nos piles, 24 volts et 10 volts. Et les valeurs de courant, on les connaît. Okay. Ici, ce qu'on n'a peut-être encore jamais rencontré là, dans la théorie, c'est que normalement, une pile, ça a tendance à produire du courant qui circule là, de la borne négative jusqu'à la borne positive. Donc une pile branchée comme ça a tendance à produire du courant qui est vers le haut. Si vous avez une pile qui est traversée par un courant dans le sens normal, là, dans le sens habituel, là, ça signifie que votre pile va produire de l'énergie, comme c'est le cas ici.
OK. I fois delta V. Donc le I, c'est 4 ampères. Delta V, 24. Donc 4 fois 24, ça donne 96. Donc cette pile-là fournit ou produit une puissance là, positive de 96 watts dans notre circuit. OK. Ici, il y a quelque chose d'un petit peu particulier qui se produit. On n'a jamais rencontré ça jusqu'à présent. C'est qu'on a une pile. Mais regardez la pile comment elle est branchée. Hein. Borne négative ici, borne positive là. Donc une pile branchée comme ça dans un circuit, normalement, ça aurait tendance à produire un courant qui est vers la gauche. Okay. C'est pour ça d'ailleurs que tout à l'heure, au tout début, moi quand j'ai regardé le problème, j'avais comme supposé là, que cette pile-là allait produire un courant vers la gauche. C'est ce qui m'avait apparu le plus logique. Okay. Mais finalement, en faisant les calculs, je me suis rendu compte que c'était pas ça. Okay. Donc je me rends compte que le courant il va vraiment dans le sens contraire. Donc ça, c'est un petit peu particulier. Si vous avez une pile qui est traversée par un courant qui va dans le sens contraire là, du sens logique, là, du sens standard, ça veut dire quelque chose d'un peu spécial. À quoi ça peut correspondre une pile qui se fait traverser par un courant qui va dans le sens contraire de ce qu'elle essaie de produire? Ben, si vous réfléchissez à un peu 2 secondes à quoi ça peut correspondre, il y a juste une possibilité. Ça correspond à une pile qui se fait recharger. Quand on fait recharger une pile, c'est ça qui se produit. C'est que la pile, on va la brancher à quelque chose qui est beaucoup plus fort que elle, si vous voulez, et ça peut, dans certains cas, là, la forcer à se faire traverser par un courant dans le sens contraire. Donc, si on regarde un peu ce qui s'est passé, c'est qu'ici, on a une pile de 24 volts. Donc, une pile de 24 volts, là, ça veut essayer de produire là, un fort courant vers le haut. Ici, la pile est seulement 10 volts, donc elle est un petit peu moins forte, si vous voulez. Fait que c'est pas impossible que la pile de 24 volts là, ait réussi à pousser très fort là, du courant vers la gauche et que ça allait arriver malgré tout là, à faire un courant de 1 ampère comme ça, même si ça va dans le sens contraire de ce qu'elle essayait de faire. Elle, c'est sûr qu'elle a essayé de faire un courant qui allait vers la gauche, mais elle a rencontré quelque chose de plus fort qu'elle, là, qui a fait un courant qui est allé dans l'autre direction. Okay? Fait que bref, tout ça pour vous dire que paniquez pas, ça peut arriver que vous rencontriez parfois comme ça des piles qui se font traverser par un courant dans le sens inverse de ce qu'elles essaient de produire. C'est un cas un peu particulier, mais on sait à quoi ça correspond. Ça correspond à une pile qui se fait recharger. Et une pile qui se fait recharger, bien évidemment, ça produit pas de puissance. Ça va comme dépenser de la puissance. Ça va utiliser de l'énergie électrique pour aller se convertir là, en énergie chimique dans la pile, si vous voulez. Donc ça va dépenser de la puissance au même titre qu'un résisteur. Okay? Pas pour les mêmes raisons. Ça fait pas de l'effet Joule, là, mais ça convertit l'énergie électrique en énergie chimique interne qu'il y a dans la pile. Donc, comment on fait pour calculer la puissance? On applique cette formule-là quand même, I fois delta V. Fait qu'un courant de 1 ampère avec un delta V de 10 volts, ça fait une puissance de 10 watts, mais ça va être une puissance qui va être négative. Donc, cette pile-là a une puissance négative là, de 10 watts qui est associée. Okay. Donc là, on a terminé notre numéro B. On a calculé la puissance pour chaque élément de notre circuit. Et la seule chose qui nous reste à faire, c'est que juste vérifier est-ce que l'énergie est conservée. Si l'énergie est conservée, ben, la somme de nos puissances devrait être égale à 0. Est-ce que c'est vrai? On va regarder. Donc ici, notre puissance qu'on a négative, c'est 96. C'est la seule puissance qui est positive. Pardon, je pense que je dis négative, en tout cas, c'est vraiment positif. La seule puissance qui est positive, c'est plus 96 watts. Et on a 4 puissances qui sont négatives. Donc, est-ce que c'est vrai que toutes mes puissances négatives me donnent moins 96? Ben, on peut regarder. Ici, j'ai moins 2 watts, moins 48. Donc, moins 2, moins 48, ça fait moins 50. Moins 50, moins 10, ça fait moins 60. Moins 60, moins 36, c'est bel et bien moins 96. Donc, oui, ça, on vient de le vérifier. Okay? La somme des puissances positives égale la somme des puissances négatives. Fait que si on fait la somme de toutes les puissances en tenant compte des signes, ça donne bel et bien 0. Ça veut dire que notre énergie est conservée. Okay? J'ai autant de puissance positive que de puissance négative dans mon circuit. Donc, tout fonctionne bien. Okay? Si jamais vous avez ça en fait, ce qu'on vient de faire, vérifier que vos puissances donne 0. Ça peut être une façon de vérifier vos réponses. Si vous faites un circuit de Kirchhoff, peut-être que vous vous êtes trompé quelque part dans une des manipulations. Souvent, les gens se mélangent, ils font des petites erreurs de calcul, ils oublient un signe ici, là, quand on a des parenthèses comme ça. Et une des façons rapides de vérifier si vous avez les bons courants, ben, ça peut être d'aller vérifier si vos équations fonctionnent. Ou si vous avez le temps de le faire là, dans un examen ou dans un devoir, par exemple, là, si vous avez amplement le temps, vous pouvez laisser de faire ça, de vérifier que vos puissances concordent. Si la somme de vos puissances est égale à 0, ben là, c'est un bon indicateur pour vous indiquer que vous avez probablement fait toute la bonne démarche, les bons calculs, les bons courants dans les bons sens et tout, et que tout va bien. Okay. Donc, voilà pour ça. C'était un exemple de résolution. J'ai fait vraiment, tu sais,
très très complet là, avec toutes les étapes là, pour faire un bon modèle, un bon modèle de solution à suivre là, quand vous allez résoudre des problèmes de la section 3.5. Donc j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre et ben, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine!